Bonjour. Cet épisode est un condensé des plus importants conseils, enseignements et leçons que j'ai pu recevoir d'êtres chers, de mentors, qu'ils soient réels ou fictifs, ces dernières années, que j'ai pu comprendre et mettre en pratique dans ma vie d'homme, d'artiste et d'apprenti survivant au début du 3e millénaire. Et qui fonctionnent. Non sans effort bien sûr, mais qui ont un pouvoir absolument colossal lorsqu'on daigne se les appliquer à soi-même, encore et encore. Cet épisode est donc un manuel de contre-attaque spirituelle pour vos esprits, mis aujourd'hui à rude épreuve, qui contient une liste de conseils qui, si appliqués, peuvent changer du tout au tout la perspective que vous portez sur vous-même, sur la vie et sur les autres, tant et si bien sûr que ces trois choses soient vraiment séparées les unes des autres, ce qui reste à prouver. Ces conseils sont exigeants, et j'en ai bien conscience, parfois très exigeants et rudes pour la partie de vous qui s'est endormie dans sa léthargie crampée. Mais l'époque l'exige, et de grands périls exigent de grandes idées. N'y voyez rien d'autre que de l'amour, avec un ton parfois très sérieux, j'en ai conscience, mais pas sans malice. Chacun de ces conseils est parfois plus riche qu'un livre complet, si l'on se met en tête de mettre sa vie en conformité avec ce qui est dit. Aussi, inutile pour vous d'essayer de tout comprendre et de prendre des notes exhaustives sur ce qui suit. Prenez ce qui est pour vous, laissez le reste sans regret. Chaque vie a ses cycles, et ce qui aujourd'hui peut peut-être vous paraître obscur ou inutile pourra bien vous éclairer demain ou dans 5 ans. Attrapez ce qui en cet instant se trouve devant vos yeux, mais surtout appliquez. Ces conseils demandent tous à être empoignés au quotidien, à produire de petites déviations de comportement qui, à force, peuvent produire des effets gigantesques. Sinon tout ça ne sert à rien, et vous et moi perdons notre temps. Cet épisode étant conçu comme un entonnoir, ces conseils pourront vous paraître de plus en plus étranges au fur et à mesure que l'épisode progressera. Et c'est normal. Appropriez-vous ce qui vous revient de droit, ce qui rentre naturellement à l'intérieur de vous, ce qui fonctionne pour vous, ce dont vous aviez besoin, ce qui vous paraît beau, et laissez le reste pour les autres. Si certaines choses vous paraissent obscures, dérangeantes, incompréhensibles à ce stade, passez à la suite. Et ce sera d'ailleurs mon premier conseil. Bienvenue au dolmen. Conseil numéro 1. Ne te noie pas dans les possibilités d'un monde infini. Vous vivez au début du 3e millénaire, dans un bruit constant d'informations, de grilles de lecture, de choses dont vous pouvez décider de remplir votre esprit et qui peuvent tout aussi bien faire de vous un des êtres les plus libres qu'il n'a jamais été permis de le penser par les siècles passés, ou vous donner une sévère nausée, une impression de toujours manquer ce qui importe vraiment, et même vous rendre esclave de vos idées limitantes si vous ne faites pas attention. Plus que jamais, chacun de nous est responsable de la manière dont il ou elle décide de peindre l'entièreté du monde qui l'entoure. Internet nous rend responsables de nos conditionnements. Je répète, Internet nous rend responsables de nos conditionnements. À aucun moment de notre histoire en tant qu'espèce, une telle liberté de reconfiguration mentale ne nous a été octroyée. Chacun de nous peint aujourd'hui la réalité à partir du filtre qu'il a plus ou moins consciemment assemblé à l'intérieur de lui. Et chose fabuleuse, ce filtre n'est plus seulement, comme ce fut le cas pendant des milliers d'années, le résultat de notre lieu de naissance, de notre famille, et de nos coutumes et croyances en place dans notre village, mais ce filtre devient modulable, créatif, composite et surtout planétaire et atemporel. Vous pouvez créer votre propre système de croyances, presque comme bon vous semble, mélanger, assembler, mêler, recomposer à l'infini. Et c'est ce que vous faites en dérivant sur les espaces numériques sans y prêter attention. Vous laissez le soin à d'autres de peindre et de repeindre votre toile. À partir du moment où vous comprendrez que ce que vous ingérez et les émotions qui vivent en vous définissent votre regard, tout changera. Ce que vous acceptez dans votre esprit devient votre monde.
Et aujourd'hui, c'est vous qui choisissez ce que vous y mettez, en permanence, ou du moins, c'est vous qui devriez choisir. Ce qui en pratique, en fait, se fait au final assez souvent à partir du contenu, des paroles ou des écrits que vous consommez, et à partir des émotions que vous cultivez à l'intérieur de vous, des plus hautes aux plus basses. En ce moment même, vous êtes donc en train de modifier votre palette de perception de la réalité. Politique, spiritualité, religion, philosophie, discours, émotions, actualité, beauté ou laideur, ce qui fait peur ou ce qui émeut, tout ce qui rentre à l'intérieur de vous, chaque discours, finit par définir l'intérieur qui se reflète ensuite sur l'extérieur, en permanence. Le monde se déploie selon les modalités du regard que vous lui portez. Le noir qui rentre colore le monde en noir, le violet en violet, le blanc en blanc. Autrement dit, nous avons atteint, avec l'émergence de la société en réseau, un état quasi prométhéen, la possibilité de créer la manière dont on se représente le monde, de l'élargir, de le restreindre ou de le figer, d'en faire une œuvre d'art évoluante, remplie d'images et d'idées qui ne se sont jamais encore croisées, ou d'en faire un terrain vague. Vous pouvez croiser le bouddhisme avec la physique quantique, la philosophie grecque avec les psychédéliques, l'intelligence émotionnelle avec les enseignements du Christ, la peinture classique avec les outils d'intelligence artificielle, etc., etc., ou vous servir de cet outil pour consolider votre peur d'autrui et utiliser cette possibilité magique pour vous enfermer encore plus profondément dans votre bunker mental. À l'ère de la société algorithmique, chacun de nous est donc responsable du charnier ou du royaume qu'il ou elle entretient et perpétue à l'intérieur de lui-même. Et si vous en doutez, comparez comment vous apparaît le monde dans vos jours les plus sombres et dans vos plus belles journées d'amour. Notre état intérieur, les informations que nous ingérons, définissent nos perceptions externes. Et aujourd'hui, cette liberté prométhéenne, cet accès instantané à des caisses de résonance algorithmique d'une variété incompréhensible, à cette infinie richesse produite depuis le début de l'humanité, à toutes ces sagesses, ces belles choses, ces philosophies, ces croyances, ces images, ces livres, ces podcasts à n'en plus finir, ce flux permanent, doit à la fois être vu comme la chose la plus exaltante au monde et comme un terrible fléau inhibiteur si on ne parvient pas à remonter le courant. Car ce qui donne du pouvoir peut tout aussi bien paralyser et enfoncer encore plus chacun d'entre nous. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Une image que j'aime souvent prendre. Vous, comme moi, sommes aujourd'hui semblables aux visiteurs d'une bibliothèque au rayon infini, qui s'étend de toute façon beaucoup plus vite que nous ne pouvons les arpenter. Et nous commençons tout juste à comprendre que ce que nous allons choisir de lire va influencer la manière dont nous allons percevoir le monde extérieur. Et cette possibilité nous émerveille, mais en même temps, il y a tant de sujets, tant d'idées, tant de croyances, tant de possibilités devant nous. Comment savoir où déposer notre attention ? Qu'est-ce qu'il faut lire ou écouter ? Alors, nous sommes pétrifiés. Et la plupart du temps, nous restons assis au milieu des rayons, incapables de nous saisir d'un seul ouvrage. Et nous laissons les rayons défiler devant nous sans rien faire. Il ne semble y avoir que deux chemins alors. Tout connaître, tout écouter, ou ne rien connaître et ne rien écouter. Mais la responsabilité du choix nous écrase. Et de là arrive la grande question, comment choisir ce qui doit rentrer à l'intérieur de vous dans un monde aux idées infinies et en expansion perpétuelle ? Comment savoir quel livre, quelle couleur prendre sur l'étagère de la vie ? Quelles idées valent le coup que vous vous y intéressiez ? La réponse tient en un mot, beauté. Dans une bibliothèque infinie, le seul critère capable de guider vos choix avec sûreté est un critère esthétique. L'intuition qui va de votre œil à une couverture plutôt qu'une autre. La règle s'applique de la même manière dans un monde aux pensées et au système de croyances infini. Puisque vous comprenez que ce que vous allez mettre dans votre tête définira votre tête, qui elle-même définira votre œil, vous comprenez que vous êtes responsable de la manière dont vous construisez votre monde, pour le meilleur et pour le pire. Et à la fin, le meilleur guide devient votre impulsion de beauté. Intéressez-vous à ce que vous trouvez le plus beau
Et n'ayez pas peur de manquer quoi que ce soit, et calmez votre peur vorace de ne pas tout comprendre ou de ne pas tout voir, de tout lire, et dites « ce qui est beau pour moi est pour moi, et le reste est pour les autres ». La connaissance qui se propulse sur de la peur est toujours une connaissance vrillée. Il y a au milieu de toute cette jungle d'informations un chemin pour vous, pour votre intérêt, et la beauté le signale. Poursuis ce qui te semble beau, délaisse le reste, ainsi tu ne manqueras jamais rien. Aujourd'hui, l'intuition et la beauté redeviennent les seuls juges valables de ce qu'il faut ou non laisser rentrer à l'intérieur de vous. À l'ère algorithmique, la vérité redevient un critère esthétique. Et si vous voulez mon avis, c'est une excellente nouvelle. Conseil numéro 2. La spiritualité, ça n'existe pas. Comprends ceci. Il est infiniment simple de commenter les règles d'un jeu, de se baigner de savoir, d'élévation théorique, de pirouette mentale, de philosophie, de termes savants, de jongler entre les manifestations, les niveaux de réalisation et de conscience, de parler d'éveil, d'alchimie, de projection astrale, de rituels sacrés, de non-dualité, de pouvoir créateur, de Dieu, d'amour. Mais il est infiniment difficile de vivre sa vie de chair, d'aimer bien, de prendre responsabilité et de créer des choses à la mesure de ses désirs. La création et la vie sont les seuls juges de paix de toute compréhension. Tout le reste est vanité, commentaires, affabulation, peur ou tentative de se convaincre soi-même d'une réalité dont au fond on n'est peut-être pas toujours aussi certain que ce que l'on aimerait laisser croire. La spiritualité n'existe pas, puisqu'elle n'est qu'un long commentaire sur les méta-règles d'un jeu dont parler est trop souvent une stratégie élégante pour s'éviter d'avoir à jouer. Tout le monde veut comprendre, qu'on le voit comme étant de ceux qui a compris et qu'on le célèbre comme un comprenant. Mais personne ne veut appliquer dans l'ombre de sa vie. Drôle de paradoxe, de superbes comprenants qui ne font pourtant rien au final de si bon et grandiose. Si ta compréhension est un moyen pour toi de t'éviter de jouer, ta compréhension est une fuite. Si tu comprends, montre que tu comprends. Si tu prêches l'amour, montre-moi comment tu aimes pour de vrai. Si tu parles de paix intérieure, invite-moi dans ton foyer que je vois qu'il a paix. Si tu parles de manifestation, de pouvoir de l'intention, mais où sont tes chefs-d'œuvre? Si tu parles d'alchimie, mais montre-moi comment tu parviens à te défaire de tes addictions. Si tu parles d'éveil, montre-moi comment tu ris au fond de tes plus bas états, quand personne ne regarde. Si tu parles d'intuition et de synchronicité, mais montre-moi vers quoi t'ont conduit ces chanceux clins d'œil. Si tu parles de Dieu, montre-moi d'abord comment tu traites ton corps et prends soin de lui. Si tu parles d'acceptation et d'écoute, ouvre-moi grand tes bras, que je sente la chaleur de ton étreinte. Si tu parles de liberté, enfin, montre-moi à quel point ton esprit est capable d'accueillir la nouveauté, même quand elle le dérange. Toutes ces belles idées méritent mieux, à mon avis, que d'être une autre trappe à responsabilité personnelle. La connaissance vous offre du contrôle, la vie vous expose à l'échec, la création à la déception, c'est-à-dire que la plupart du temps, la vie vous retire le contrôle. La spiritualité sert à vivre et ultimement elle sert à créer, et je pense qu'elle ne sert qu'à ça. Sinon elle n'est qu'une posture, un vêtement de plus sur votre être incertain. La création est la seule manière de mettre à l'épreuve vos superbes compréhensions rutilantes et vos supposés pouvoirs magiques. À tout sage, demandez d'abord « Qui aimes-tu et où sont tes grandes œuvres ?» Et s'il ne sait pas répondre, trouvez-vous un autre sage, car celui-ci ne l'est pas encore. Ne terminez pas la partie avec le savoir d'un géant et la chair d'un peureux. Qu'avez-vous su créer de vos grandes compréhensions? Conseil numéro 3. Ne confonds pas les limites d'autrui avec les règles indépassables du jeu.
Si personne ne le fait comme ça, c'est peut-être que personne n'a simplement encore pensé ou réussi à le faire, et non pas que c'est nécessairement une mauvaise idée. Conseil numéro 4. Souvent, tu en voudras à ceux qui te protègent. Si quelque chose te peine ou te blesse, demande-toi si ton monde est vraiment prêt pour ce que tu sembles te souhaiter. Sois sincère dans ta réponse. Tu déclares par exemple souhaiter la réussite, l'attention, les honneurs, la richesse, être célébré, reconnu pour ton travail ou tes créations. Mais es-tu vraiment prêt pour tout ça ? Es-tu prêt pour les sollicitations, que ta vie change, que tes êtres proches s'éloignent, que tout soit bouleversé, que l'on attende d'un jour à l'autre beaucoup plus de toi ? Es-tu prêt pour jouer le jeu d'un ego en puissance qui s'incarne, qui ose, qui risque ? Oui, mais aussi que l'on attaque, que l'on critique, que l'on conspue. Tu cherches l'amour et te plains à raison de ne pas vraiment le trouver. Mais n'y a-t-il peut-être pas quelque chose en toi qui n'est pas encore tout à fait prêt pour ce que l'amour suppose ? N'y a-t-il pas en toi une petite part qui sait que le moment n'est pas encore venu, qu'il te reste des choses à affronter, qui a encore peur, soif, qui ne cherche pas l'autre mais d'abord soi-même ? Souvent, ce que nous rencontrons comme difficulté, comme incertitude, comme frein à nos actions, sont des parties de nous plus au fait de là où nous nous situons vraiment, et qui nous empêchent de vouloir complètement ce que nous prétendons vouloir. Autrement dit, si la réalité n'est pas ce que tu veux qu'elle soit, c'est peut-être que quelque chose en toi ne veut pas qu'elle soit ce que tu veux qu'elle soit. Et parler à cette part plus prudente de soi-même, comprendre ce qu'elle sait et que nous ignorons, est souvent la seule chose à faire en attendant. Nous échouons souvent bien plus volontairement que nous ne sommes prêts à l'admettre. Devant celui qui a conquis toutes les voies de son cœur et qui a trouvé l'harmonie de la volonté, du sentiment, de l'intelligence et de l'imagination, je crois que la réalité s'incline toujours. Elle dit que le maître décidé passe devant, car l'heure est venue pour que les choses s'exaucent. Envisage les conséquences difficiles de tes désirs les plus pressants et réponds : suis-je vraiment prêt pour ce que je me souhaite ? Conseil numéro 5. Il est séduisant pour notre esprit de décider qu'on lui cache des choses. Mais il est bien plus difficile de se rendre compte qu'on se les cache d'abord bien trop souvent soi-même. Conseil numéro 6. N'utilisez pas le très grand pour justifier le très petit. Une femme très intelligente m'a dit un jour : quoi que tu fasses, quoi que tu traverses dans ta vie, ne commets pas le péché d'excuses déiques. Garde les dieux et les astres et les puissances transcendantes sublimes en dehors de tes petits échecs humains difficiles et lancinants, pour eux et pour toi. Ne mélange pas systématiquement le petit et le grand. Et elle avait raison, car lorsqu'on est trop intelligent, lorsqu'on a trop étudié, mais on peut tout justifier, ses torts, ses faiblesses et même ses échecs. On peut toujours blâmer par le haut. Alors certains blâment les hommes, mais d'autres plus subtils blâment les dieux, les étoiles, le karma, pour leurs échecs, pour leurs manquements, pour leurs épreuves. Et c'est une chose que beaucoup font aujourd'hui, parfois sans s'en rendre compte. La spiritualité est censée rendre sa responsabilité à l'homme, pas encore une fois lui éviter d'avoir à se regarder en face. Car aussi accommodante que soit l'idée, il est sage de laisser Bacchus en dehors de son rapport ambigu à la boisson, de ne pas systématiquement expliquer ses lacunes ou ses victoires humaines par la position des astres ou nos mémoires de vie passée. Toute nouvelle compréhension est aussi un péril, car il faut en faire un outil d'action et non pas de fuite, et nous adorons fuir.
car celui qui s'éveille à des plans de plus en plus subtils doit aussi renforcer son discernement. L'acte le plus spirituel, lumineux et puissant que vous puissiez faire dans vos vies revient à regarder vos graves manquements d'estime pour vous-même en face et de dire « je peine, j'ai raté, je n'arrive pas pour l'instant. Je dois admettre ma défaite et ma pleine responsabilité sur celle-ci, mettre les 2 genoux à terre un temps et réfléchir. » Un jour, j'ai demandé à un mentor, mais au fond, qu'est-ce qui sépare le maître de l'élève ? Et il m'a répondu, le maître, c'est s'accabler sur les choses importantes lorsqu'il le mérite. Car il sait aussi que c'est la première tâche lorsqu'on veut vraiment se changer soi-même. Le maître est humble. L'élève, lui, ne s'accable pas lorsqu'il le devrait, et plus grave, souvent, s'accable mortellement lorsqu'il ne le mérite pas, sur les mauvaises choses ou en veut à Dieu. L'élève est trop fier pour reconnaître ses torts et changer ce qui doit vraiment être changé. Il se plaint sur les mauvaises choses. Il n'est jamais ni aussi faible, ni aussi fort que ce qu'il devrait. Conseil numéro 7. On ne pense jamais trop et méfiez-vous des gens qui vous diront que vous pensez trop. On n'agit simplement pas assez par rapport à son niveau de raisonnement et c'est différent. Ce que l'on nomme aujourd'hui overthinking n'est en rien de la pensée, mais une boucle inhibitrice et émotionnelle qui tourne sur elle-même en circuit fermé, rien à voir avec la pensée. La pensée, c'est tout autre chose. Conseil numéro 8. Vous êtes tout aussi légitime à sentir la présence du divin, des forces inspirationnelles, de l'imagination à l'intérieur de vous que n'importe quel autre être humain. Ce genre de choses est votre droit de naissance. Vous n'avez pas à le gagner, à le mériter ou à l'apprendre de quiconque. S'il y a une ascension, une guerre, des épreuves, c'est uniquement car vous êtes persuadé qu'il doit y en avoir une. Car pour vous, peiner est encore le plus sûr moyen de mériter, car vous pensez encore en termes de réussite. Sur le haut de la montagne, le maître dit à l'élève, l'air moqueur, « Te rends-tu compte de tout ce que ton absence de foi en toi-même te force à faire ? Tu crois devoir te mériter toi-même, et cela seul est ton adversaire. Moi, je tends les pièges et les énigmes dont tu crois avoir besoin. Car si je te disais que la porte du royaume que tu désires fût de tout temps ouverte, mais tu n'en voudrais pas, et tu chercherais une autre porte close. » Conseil numéro 9. Vainc tes addictions. Premier et principal combat. Tout le reste est accessoire et secondaire. On ne peut rien faire ici du moment qu'on n'a pas commencé par regarder ces choses en face. Il n'y a alors aucun livre à lire, aucune parole à écouter, car rien ne mérite de vous détourner de ce premier pas. Rien n'est plus urgent. Un personnage dans un de mes livres favoris déclare « La première chose à faire si tu veux grandir, c'est d'arrêter tes fuites. Ferme tes vannes, reprends la main sur ton énergie de vie et comment tu la traites. Tes fuites correspondent à tous les lieux et actions de ta vie où ton énergie est extirpée de toi sans ton autorisation, où tu te déverses sans prendre garde, où tu te répands, t'étales. Toute addiction est une brèche par laquelle sort l'énergie de vie d'un être sans son consentement. Et du moment que nous ne reprenons pas le contrôle de nos flux, nous sommes des conséquences. Les combats de nos addictions sont ceux qui peuvent le plus magistralement nous changer. Et sache qu'il est parfois nécessaire, comme toute grande bataille, d'y dédier un temps exclusif de sa vie, de l'inscrire dans le marbre et de dire « Aujourd'hui, et jusqu'à nouvel ordre, ceci sera mon seul et unique combat, au détriment de tous les autres projets.
car fermer une vanne est difficile. D'autant plus quand notre quotidien nous heurte et que cette fuite est devenue pour nous, parfois depuis des années, synonyme de liberté, de grand lâcher-prise. Aussi, la première chose à faire lorsqu'on veut récupérer sa liberté sur ces choses est de comprendre d'où vient notre besoin de fuite. Qu'est-ce qui nous emprisonne ? Sur quoi sommes-nous privés de notre propre pouvoir ? Ce qui nous emmène ensuite à décompenser notre frustration dans une des innombrables addictions que propose ce monde. D'où vient votre surpression ? Car là-dessus, nous avons le pouvoir. Et si ces combats sont certes moins voyants et grandioses que les grandes œuvres que tu pourrais un jour remettre dans les mains du monde, sache qu'elles n'en sont pas moins importantes. Vaincre une addiction pour de vrai est une œuvre plus monumentale à bien des égards que tout ce que nous pourrons imaginer faire de nos mains, pour nous et pour le reste du monde. Courage. Conseil numéro 10. D'abord, gouverne ton pays. Ce conseil est pour toi. Toi qui te plains, pérore sur le monde entier et sur la manière dont il tourne, qui à chaque occasion ne se fait pas prier pour déverser ses lieux communs et épingler les noms des puissants sur son pilori mental. À toi qui commente la danse des hommes, qui s'égosille, qui aime se faire peur et faire peur en société en parlant des puissants qui contrôlent le monde. À toi, homme inquiet, qui parle tant de la manière dont le monde tourne et est gouverné, des gentils, des méchants, qui s'indignent, qui montrent du doigt l'ennemi. Une chose, une question, avant de te laisser reprendre le long commentaire moral qui est devenu ta vie. Comment gouvernes-tu ton propre pays, celui sur lequel tu règnes en maître et jusqu'à la fin du monde, celui où tu es le roi incontesté, celui que la vie t'a confié? Comment prends-tu soin de tes ruelles, de tes jardins? Que fais-tu de tes adversaires et des voix contestataires à l'intérieur de toi et de tes dettes? Fais-tu l'inventaire de tes ressources, de ce qui te pèse, de ce dont tu manques? Caches-tu toutes ces choses? Laisse-moi te demander, si ton pays était gouverné comme tu gouvernes ta vie et ta tête aujourd'hui, à quoi ressemblerait-il? Voudrais-je moi y vivre? Et aie la décence de moi répondre à ma question. Étends ton esprit au monde entier et regarde l'image terrible prendre forme. Non, tu ne voudrais pas. Et moi non plus. Et ris de ta bêtise et de ta misère comme j'ai appris doucement à rire de la mienne. Et alors, regarde ce qui t'apparaît. Penses-tu qu'un homme qui n'ait ni réglé sa tête, ni son cœur, ni même son corps, soit en mesure de réparer celui de quiconque? Penses-tu qu'un homme qui ment et se ment puisse porter un regard juste sur le monde et encore plus le réparer? Penses-tu qu'un homme qui ne parvient pas à diriger sa vie puisse prétendre expliquer aux autres comment diriger la leur? Ne vois-tu pas qu'il n'y verra jamais qu'un reflet de son enfer et de son manque? Ne vois-tu pas que celui qui se sent à l'intérieur comme un esclave cherchera toujours un fouet? Celui qui a peur, un persécuteur, le miséreux, un voleur, le lésé, un responsable, que le soldat cherchera toujours une guerre et crachera sur la paix, que l'enfant apeuré ne supportera jamais le conflit et la tension, parfois nécessaire, des effondrements salvateurs, que celui qui se sent impuissant ou qui a peur de lui-même se méfiera de tous ceux qui ont un tantinet de pouvoir, que celui qui se ment accusera les puissants de lui cacher 1000 secrets. À nouveau, chaque homme est un pays, dont le premier jour de révolution réelle commence lorsqu'il parvient enfin à se rendre compte qu'il est aux commandes d'une dictature endettée jusqu'au cou qui truque ses élections, déporte son opposition et fait du déni sa ligne de conduite politique. Alors, je te le demande à nouveau, à quoi ressemble ton pays? Est-ce un royaume endetté? Et je ne te parle pas d'argent, évidemment. Je te parle des reproches sincères que tu n'as jamais faits et des merci que ton orgueil t'a empêché de prononcer. Je te parle de régler tes dettes humaines. Et
Que fait ta patrie intérieure de son opposition? Des voix discordantes à l'intérieur de toi, car tu abrites 1000 groupes, 1000 camps, 1000 positions sur les choses. Les enfermes-tu derrière de grandes grilles cadenassées depuis des années? Comment vit ta place publique, mon ami? Comment dialogue ta cité intérieure? Est-ce une cacophonie permanente où tout le monde déteste tout le monde, où l'on se tue pour des opinions différentes, ou est-ce un endroit où l'on accueille l'étranger et la nouveauté, les nouvelles idées avec intérêt et amusement? Ton pays est-il fiable? Est-ce un lieu où quand on prend des décisions, tout le monde s'entraide pour ériger des édifices monumentaux et magnifiques? Ou est-ce un pays où l'on parle beaucoup, mais où l'on bâtit peu, où l'on repousse, où l'on tire au flanc? Ou est-ce une dictature esclavagiste? Est-ce un pays qui se sent seul? Toi seul peux répondre. Révolutionne-toi de l'intérieur, car purifier son œil, son cœur et son corps est encore le meilleur moyen de changer le monde. Et si tu aspires un jour à décider pour un autre que toi, ou si tu veux que ta critique soit écoutée et respectée, prends soin de ton pays intérieur comme aucun autre, et assure-toi de devenir un meilleur être humain chaque jour. Tu es ton propre terrain d'expérimentation politique. Tu es déjà aux commandes du monde. Ainsi le haut, ainsi le bas, ainsi l'intérieur, ainsi l'extérieur. Et quand tu l'auras compris, vraiment compris, tu économiseras beaucoup de salive sur le sort du monde. Et toujours reviens à cette question. Si je regarde mon pays intérieur en face, est-il incontestablement meilleur que celui que je perçois à l'extérieur? Et comprends que tu portes toutes les guerres, toutes les crises écologiques, toute la corruption, le mensonge, les dettes, le déni que tu perçois à l'extérieur. Que toute la noirceur que tu n'as pas le courage de regarder en toi, tu la remarques brutalement chez autrui. Soigne-toi, montre l'exemple en ton royaume. Deviens fiable, puissant et joyeux. Et un jour, peut-être, pourrons-nous prétendre ensemble à faire tourner le monde autrement, quand nous aurons nettoyé nos manques et purifié nos haines. En attendant, gardons nos énergies pour œuvrer là où nous pouvons vraiment œuvrer. Car si un jour, un de nous finit par décider vraiment pour le sort du monde, espérons que son royaume intérieur soit un endroit où il fera déjà bon vivre, avec une cheminée, de bons amis et un air apaisé. Nous ne cherchons le pouvoir extérieur que lorsque nous l'avons perdu à l'intérieur. Conseil numéro 11. Tout ce qui te libère un jour très puissamment t'enfermera un jour tout aussi puissamment. Ainsi les pauvres deviennent riches et finissent inquiets. Ainsi les hommes qui ne croient en rien trouvent un jour Dieu et deviennent prisonniers du rangement des autels cérémoniaux ou des dévots impuissants. Ainsi les ignorants lisent, comprennent et craignent qu'on leur retire leurs livres. Tu t'attacheras à ce qui te sauve jusqu'à en faire une nouvelle prison. Prends-en conscience et œuvre pour t'en libérer. Faisons une petite pause dans cette liste bien fournie. Si vous en êtes à cet instant de l'épisode, c'est que d'une manière ou d'une autre, toutes ces choses vous parlent. Donc, si vous aimez mon travail et ce que j'essaie de construire, si vous souhaitez découvrir plus de l'univers du dolmen, il est de mon devoir de vous informer que le cercle existe. Cet espace regroupe notamment une bonne vingtaine de mes conférences les plus importantes pour l'instant, qui traitent d'exploration intérieure, de philosophie, de psychologie des profondeurs et du processus artistique avec tout un tas de conseils pratiques. En plus de ces ressources, le Cercle vous donne accès au serveur Discord pour échanger avec moi et la communauté chaque semaine sur tout un tas de sujets. Poser vos questions, débattre avec nous, recevoir des conseils de lecture, parler de votre cheminement personnel et tout un tas d'autres sujets. Pour rejoindre le Cercle du Dolmen, vous avez juste à vous rendre sur mon Patreon, le lien est en description, et à prendre votre place pour commencer ce voyage. Et on y retourne. Conseil numéro 12. Soyez doux
car c'est infiniment difficile. Le plus souvent possible, soyez doux. Et chaque fin de journée, demandez-vous, quand ai-je résolument manqué de douceur aujourd'hui avec moi et avec les autres ? Et ne vous flagellez pas, c'est pas l'objectif, mais portez-vous vous-même secours, car la douceur est une voie ardue dans un monde dur. Quand on est né dans une bataille, notre plus grand combat est de se reposer en soi-même et de montrer à autrui le chemin de la douceur. Faites-le, je vous en supplie, nous en avons tous tellement besoin. Conseil numéro 13. Dire, c'est sauver. Si tu aimes vraiment quelqu'un, je crois que c'est de ton devoir de le juger, de juger ses idées et ses actes. Juge sévèrement ceux que tu aimes le plus passionnément. Laisser un être aimé dans son ignorance, dans sa bêtise, sous prétexte de tolérance et d'accueil, peut vite se transformer en non-assistance à personne égarée. Inquiète-toi bien sûr de ce que tu dis, mais aussi, ce qu'on dit moins, de ce que tu n'as pas eu le courage de dire quand il aurait fallu. À chaque fois qu'on te dira que l'on ne te juge pas, réponds « Mais alors comment m'aimeras-tu » Car aimer, c'est prendre en souci. Accueille toujours la parole de l'autre, bien sûr, mais dis-lui ce que tu penses au plus profond de toi. Ne vous fiez jamais au jugement de qui ne sait pas détester. Conseil numéro 14. Parler de politique, c'est toujours jouer le jeu qui ravit les chercheurs de pouvoir. Désinfectez votre esprit, nom de nom. Mes robots chéris, abandonnez, et si l'on vous dit « Mais tu prêches la fuite, c'est un luxe », répondez qu'il n'y a pas de plus grande addiction aujourd'hui que le commentaire phéromonal sur les affaires du château, qu'on les raille, qu'on les défende, c'est la même chose. Vous avez du temps à perdre, plus que moi en tout cas. Et que la fuite, c'est de croire encore à ce vieux mirage. Vous êtes addict au pouvoir, c'est ça la vérité, à ce bon vieux jeu de dupes, car vous êtes encore spectateur, car vous aspirez toujours secrètement à un jour diriger le jeu, ou qu'il penche en votre faveur, et du moment que vous ne cesserez pas d'y croire et d'y déposer votre précieuse attention, vous resterez esclave. N'appartenez à aucun groupe d'opinion trop stable et élargi, ne cherchez pas de réconfort, de bannière, de chef, ne votez pas, évidemment, ne lisez pas les journaux, n'écoutez pas les informations, tout ça me paraît évident, dans quel monde vivez-vous ? Si vous voulez vraiment changer le monde, regroupez-vous avec quelques bons amis, créez une confrérie, explorez les mystères de l'existence, lisez les anciens textes, essayez de comprendre tout ce que nous avons perdu ou peut-être pas encore découvert sur nous-mêmes, formez votre propre petite religion à 4 ou 5, réinventez les échanges humains, les règles, les comportements, les images, créez de la pensée originale, testez vos modèles et révolutionnez-vous. Conseil numéro 14 bis. Si tu cherches le sacré, ton âme, ton soi, l'atman, ton génie, le petit bout de Dieu que tu portes, ou appelle ça comme bon te semble, un conseil, amuse-toi. N'accepte pas ton propre ennui, jamais. Tu as construit ta personnalité comme moi avant tout pour répondre à des attentes. Et ces attentes étaient en grande partie d'être pris au sérieux par le monde auquel tu aspirais participer. Mais maintenant que tu y es, mais tu as vu les limites de ce monde. Mais ton sérieux, lui, est resté. Il est devenu ton pire ennemi en ce qui concerne la vie que tu aimerais faire rejaillir. Ne te soumets pas à l'emprise des attentes sérieuses que tu exerces sur toi-même. Joue, joue et joue encore. Surprends-toi. Joue avec la réalité. Plie-la à tes désirs, dis des bêtises et crée des choses dans cet étrange état cathartique de nudité dansante. Les êtres humains ne sont jamais aussi bons que lorsqu'ils créent par gratuité, par pure ivresse, par pur excès de vie. Le sacré est dans ton pouvoir de création libre et gratuit.
Ne plie pas le genou face au sérieux que tu t'imposes. Le sérieux est une construction, le sérieux n'existe pas dans la nature. Va parler du sérieux aux pigeons, aux chênes, à la rivière, et regarde-les te rire au visage sans comprendre ce dont tu parles. Ne meurs pas sérieux, je t'en prie. Conseil numéro 15. Être bien chez soi est tout un art, et parfois un art extrêmement difficile. Conseil numéro 16. Avant de penser au grand, d'abord rétablis l'équilibre des petites choses. Ce conseil est difficile, parce qu'il est concret. Avant toute autre chose, rétablis tes dettes. Chacun de nous accumule le long des mois de petites actions oubliées. J'en ai, vous en avez. Ces actions vont aujourd'hui de sollicitations auxquelles on n'a pas répondu, en passant par des services que l'on a promis de rendre, jusqu'à des projets dont on s'était promis de rajouter même une toute petite pierre et que l'on a laissé derrière soi. Toutes ces dettes nous lestent énergétiquement. Elles pèsent sur nous, comme des chaînes accrochées à nos chevilles, nous rendant petit à petit moins libres de nos pensées et de nos gestes. Et la plupart du temps, nous ne dédaignons même pas les régler parce qu'on est trop occupé à penser au grand château que nous sommes en train d'inventer. Mais aucun château ne peut s'ériger sur des dettes. Alors, ne sous-estimez pas la puissance d'une seule journée d'une vie dédiée entièrement au rattrapage de vos dettes du matin jusqu'au soir. Régler ses dettes non exaucées, c'est cajoler son âme et récupérer énormément de force pour les grandes œuvres. Conseil numéro 17. Tout ce que tu fais, crées, dis à partir de la peur ne fera jamais que propager la peur et ne pourra jamais aller plus loin. Conseil numéro 18. En tant qu'être né dans une époque incertaine, nauséabonde et agitée, il te revient de choisir si ta condition est une terrible affliction ou une mission exigeante. Et c'est un choix très important pour le reste de ta vie. Conseil numéro 19. Apprends à aimer l'être humain. Tu ne peux jamais te porter plus d'estime à toi-même que celle que tu portes à ton espèce. Ce que ça veut dire, eh bien qu'en détestant l'humanité, qu'en faisant de notre espèce un parasite destructeur sur lequel tu craches, tu te condamnes toi-même à ne jamais voir la véritable hauteur de ton être. L'amour que tu portes ou ne portes pas à l'idée d'humanité devient la limite de ta propre croissance. Tu ne trouveras aucune lumière en toi si tu refuses de la voir dans notre commun. Dis plus simplement, si tu vois l'humanité comme une chose dommageable, si tu as perdu la capacité de nous voir comme un magnifique pari de la nature sur elle-même, tu te condamnes toi-même à l'obscurité. Alors, bien sûr que l'humanité est un risque. La nature semble avoir décidé d'être joueuse avec nous. Elle a lancé les dés et elle croise les doigts en disant « J'espère qu'il va se réveiller à temps ». Elle a parié sur l'espoir que nous représentons. Bien sûr que l'humanité a un effet gigantesque et désastreux sur la nature, mais tout ceci, je crois, est toléré pour une seule grande raison. Nous sommes le fils prodige, dont il est attendu énormément de choses. Nous sommes la fierté, la fleur au bout de la liane, qui pour l'instant c'est vrai, n'a pas conscience d'elle-même et perd son temps en détruisant ce qu'elle est censée prendre en charge. Notre problème essentiel est de nous rappeler à quoi nous sommes censés servir sur cette planète. La conscience est un outil périlleux dont nous nous sommes vus confier l'usage à des fins qui, pour l'instant, sont encore très largement incompréhensibles au commun des mortels. Mais en une phrase, de 0 à 5, c'est l'oblitération absurde et automatique, et le 6,
L'incroyable et magnifique 6, c'est le jardinier cosmique peu probable, mais ultime raison pour la nature de tolérer notre existence. Et vous feriez bien de croiser les doigts aussi fort que moi. Conseil numéro 20. Renouvelle ta boîte à idées. Les idées ne sont pas faites pour rester trop longtemps à l'intérieur de nous. Toute idée qui s'installe trop définitivement dans un esprit finit par dégénérer et se retourner contre son porteur. Fais en sorte de renouveler ta boîte à idées aussi souvent que nécessaire. Prends garde que tout ce que tu racontes ne se mette pas à te raconter. Fais attention à ne pas devenir ta propre caricature, car cela nous guette tous. Tu n'es pas tes idées, ne crains donc pas de t'en défaire. Ne te retiens jamais de désavouer une vieille croyance pour la seule raison que c'est toi qui l'as énoncée. Évolue sans cesse. Quelle est la dernière idée que tu as accepté de laisser mourir ? Si tu ne te sépares de rien, rien de nouveau ne peut rentrer. Conseil numéro 21. Ennuie-toi de ton propre tragique. Les êtres humains sont tous pris dans des schémas de répétition comportementaux qui seraient comiques s'ils n'étaient pas si tragiques. Toi et moi compris, bien sûr. Et souvent, d'expérience, la meilleure manière de sortir de ce genre de boucle mortidinale, c'est de s'en ennuyer. Passé un certain moment, le film déjà vu une dizaine de fois nous fait hausser les épaules et soupirer. Et alors on décide peut-être de faire un effort et d'en chercher un nouveau. Regarde ta vie. La plupart de nos échecs suivent les mêmes modèles, qu'ils soient amoureux, créatifs, amicaux ou personnels. Nous échouons toujours selon les mêmes scénarios. En nous se battent deux titans, celui du même, immense et tout-puissant, mais prévisible, et celui plus faible de la nouveauté. Alors, un jour, après des centaines d'itérations, nous décidons d'adopter une autre posture, pas par hargne en vérité, pas par pur courage, mais d'abord, je crois souvent, parce que quelque chose en nous commence à s'ennuyer et dit « Oh non, pas encore !» et alors essaie une autre voie. Ennuyez-vous de votre propre tragique. Révolutionnez-vous. Ce n'est pas normal de ne plus être surpris de soi-même. Conseil numéro 22. Plains-toi moins et pleure davantage. Conseil numéro 23. Fais attention aux histoires que tu te racontes sur toi-même. Tu es un homme de tous les royaumes. Nulle part tu n'es étranger. Tu n'es pas un penseur ou un senteur. Tu n'es pas artiste ou aventurier. Tu n'es pas un homme de feu ou un homme de l'eau. Tu n'es pas maître ou élève. Tu n'es pas imaginatif ou rationnel. Tu es toutes ces choses à tous les instants en même temps. Chacun de nous étant assoiffé de sens d'identité que nous nous jetons parfois bien trop vite sur un os à ronger. Quelqu'un nous dit « mais toi tu es ça » et nous disons « ouais, oui c'est vrai, je suis ça » et nous le restons pour le reste de nos vies. Même si, ce faisant, nous nous réduisons drastiquement. Car nous sommes prêts à être réduits pourvu que nous soyons quelque chose. La majorité du temps, nous sommes d'abord esclaves des histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes, que nous racontons aux autres et qu'ils nous renvoient en écho, croyant bien faire. Demandez-vous si les histoires que vous aidez vos proches à entretenir sur eux-mêmes ne sont pas des prisons qu'ils se sont construits eux-mêmes et dont ils ne savent plus comment sortir. Conseil numéro 24. Prends grand soin de ne pas vivre ta vie comme si tu étais immortel. Conseil numéro 25, pour finir, et un peu en vrac. Ne te vante pas de tes faiblesses, c'est trop facile. Ne soupçonne pas autrui de ce dont tu n'oses pas t'accuser toi-même. N'approuve rien par automatisme. Ne laisse jamais ta conscience partir trop loin de ton corps.
Ramène-la toujours, tire-la vers toi, sous ta peau, lorsqu'elle part trop en devant de toi. Apprends à recevoir le don d'autrui et à le remercier dans les yeux. Si tu n'as pas la foi, imite-la. Ne te laisse jamais impressionner par de fortes personnalités. N'établis pas trop d'amitié inutile. Regarde autrui et toi-même non pas comme des objets finis, mais comme des processus toujours en cours. Admets que quelqu'un te soit supérieur, et admets que tu puisses être parfois supérieur, et dans les deux cas, prends responsabilité, et apprends à recevoir ou à aiguiller. Vains tes peurs, bien sûr, et tes antipathies. Rapproche-toi des personnes que tu as envie de rejeter. Ne parle jamais de toi sans t'accorder la possibilité de changer. Lorsque tu tombes malade, au lieu d'haïr ce mal, considère-le comme ton maître. Et enfin, si tu médites et qu'un diable arrive, fais méditer ce diable.